Bonsoir Ulfa Lamnoum, bonsoir notre public fidèle. Le Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre chère amie Ulfa Lamnoum, qui est politologue et directrice d'International Alert Tunis. Olfa, elle nous parle de la Tunisie. On est maintenant à notre 11e, voire 12e webinaire. Depuis le début de cette situation sanitaire, on a opté pour cet outil très efficace et qui touche un plus large public. D'habitude, nous tenons nos réunions ici au centre. Nous comptons retourner à cette habitude, mais aussi continuer avec cet instrument très efficace qui est le webinaire pour toucher le plus large public. Ulfa, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous parler de l'instabilité politique et conflictualité sociale et tentation autoritaire en Tunisie. Et j'ajouterais peut-être tentation populiste. Et c'est à toi de développer si je me trompe ou si j'ai raison, de craindre qu'il y a une tentation populiste actuellement en Tunisie, à savoir que nous tous, nous étions très enthousiastes et nous continuons à l'être par rapport au changement démocratique en Tunisie, à l'expérience naissante, mais aussi très riche de leçons et parfois elle nous alerte à quelques risques qui peuvent aussi toucher pas seulement la Tunisie, mais toute la région. Et à cette occasion aussi, je présente à mon nom et au nom du Centre arabe toutes mes condoléances aux familles des victimes du terrorisme. Et récemment, il y a eu aussi un attentat, il y a 2 jours à peine. Bon, c'est le prix de la démocratie. Et je te laisse la parole, chère Ulfa, à savoir que nous allons aussi inviter ceux qui n'arrivent pas à se connecter sur Zoom pour une raison ou pour d'autres, de nous suivre sur Facebook parce que aussi ils peuvent poser leurs questions sur Facebook, la page du CAREP. À toi la parole, cher Ulfa. Alors, bonsoir tout le monde. Merci Salam pour ta présentation. Merci à toute ton équipe de m'avoir invité à ce webinaire pour vous parler de la crise et de la stabilité en Tunisie. Donc, une évidence que nul ne conteste aujourd'hui, surtout depuis d'ailleurs les élections législatives et présidentielles de 2019, puisque en moins d'un an, certains le savent, le pays a connu 3 gouvernements, des tensions et beaucoup de confusion au sommet de l'État, une crise sanitaire qui aussi n'a fait qu'exacerber les difficultés économiques et sociales, provoquant, selon le FMI, la récession la plus grave depuis l'indépendance du pays, c'est-à-dire depuis 1956. Et puis s'y ajoute, depuis la fin du confinement, une reprise de la protestation sociale, en particulier à El Kamour, dans le sud de la Tunisie, dans le gouvernorat de Tataouine, le gouvernorat frontalier avec la Libye, et l'un des fiefs, par ailleurs, historique du parti islamiste Ennahda, et aussi un pic de migration irrégulière vers l'Italie, surtout au mois de juillet. Alors, nombre d'observateurs aujourd'hui, pour expliquer cette crise, ont tendance à imputer l'instabilité et la crise à la fragmentation du pouvoir en Tunisie. Nous avons certains qui incriminent le mode de scrutin en vigueur, surtout pour les élections législatives, qui, selon eux, entravent la formation d'une majorité parlementaire nette capable de gérer le pays. Et puis, il y en a d'autres qui pointent le dysfonctionnement de la Constitution tunisienne, la Constitution de 2014, qui, selon eux, a instauré un régime hybride, mi-parlementaire, mi-présidentiel, qui
favorise les rivalités entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, et en l'occurrence entre le président de la République, Kais Saied, et le président du Parlement, Rachid al-Ghannouchi. Alors, ces explications, à mon sens, réduisent la crise et l'instabilité à des facteurs institutionnels et ont tendance à éclipser les dynamiques profondes qui sont en cours et qui empêchent d'ailleurs, depuis 2011, les élites au pouvoir de mettre en place une formule hégémonique, durable et stable dans le pays. Et donc, j'aimerais, justement, dans mon intervention, souligner surtout ce caractère structurel de la crise, ce caractère de long terme, de long cours de la stabilité dans le pays, au niveau aussi bien, et rapidement bien sûr, régional que social et politique, et enfin à avancer quelques idées, à discuter sur la question des tentatives ou des ambitions ou des velléités autoritaires. Alors, le premier point sur la question régionale, moi je pense qu'il est essentiel d'abord, pour saisir la portée de la crise dans notre pays, de l'inscrire dans le contexte régional de long cours, de long terme, c'est-à-dire plus précisément que depuis 2011, depuis les soulèvements arabes dans la région, l'ordre arabe a été profondément et durablement déstabilisé, ébranlé. Et cela, c'est-à-dire cette instabilité, ce contexte d'instabilité régionale avec révolution contre révolution, on l'a vu la dernière vague, à partir de fin 2018 dans 4 pays, qui a pris fin avec la crise du Covid. Alors, donc, les incertitudes, l'escalade des ingérences alimentent l'instabilité en Tunisie, alimentent la crise en Tunisie, au moins de 2 manières. D'abord, puisque ça pèse directement sur le rapport de force politique et social, et ensuite, ça se réfracte également sur les anticipations, sur les échanges de coups, sur les arrangements entre divers acteurs politiques, institués ou pas institués d'ailleurs. Et j'aimerais très rapidement donner ou rappeler 2 exemples. Un, en 2013, vous vous rappelez tous, le coup d'État de 2013 du maréchal Sissi, l'éviction sanglante des frères musulmans du pouvoir, ont incontestablement poussé le parti islamiste Ennahda à opérer ce qu'on a appelé cette transition pactée avec le parti de Nida Tounes, le parti du président Khaït Sebsi à l'époque. Et ce compromis a aussi incontestablement pesé directement sur les rapports de force et notamment a permis quelques années plus tard l'adoption d'une loi d'amnistie garantissant l'impunité aux fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption sous Ben Ali. Le deuxième exemple, un peu plus récent, très récent même, c'est l'évolution du conflit en Libye. On le sait, l'interventionnisme accru de la Turquie, et pas seulement d'ailleurs, dans le conflit libyen, puis le soutien public apporté par Rachid al-Ghannouchi au gouvernement Sarraj, ont offert une fenêtre d'opportunité au parti d'Estouriens libres, qui est, bon, je le rappelle, donc, dirigé par l'ancienne secrétaire adjointe du RCD, le parti de Ben Ali. Donc, cette situation-là a permis à ce parti de recueillir pour la première fois un soutien franc et public de la part de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, etc. Mais au-delà de son impact sur les recompositions politiques en cours, cette situation générale, ce contexte général, arabe, régional, comme l'a expliqué à plusieurs reprises, analysé, etc., Gilbert Achcar, je pense qu'il rappelle, qu'il souligne aussi l'incapacité des régimes arabes, et entre autres le tunisien, à conjurer les ressorts économiques et sociaux profonds de la colère et de la protestation depuis 2011. Et
ces causes, ces ressorts renvoient en Tunisie à deux failles qui me semblent importantes, qui ont causé d'ailleurs la perte du régime de Ben Ali, mais qui ont survécu à Ben Ali. La première, c'est la question du chômage structurel et massif des jeunes, qui est d'ailleurs un phénomène un phénomène qui touche toute la région arabe. La région arabe est marquée par les taux de chômage le plus élevés au monde au niveau de la jeunesse. Et donc, en Tunisie, on a ce fait structurel qui, en particulier, d'ailleurs, touche les jeunes diplômés et qui n'a cessé de croître ces dernières années, à partir de la fin des années 90, les années 2000, au rythme des politiques, évidemment, d'austérité, de coupes budgétaires. Et aujourd'hui, tout récemment, l'Institut national des statistiques a donné deux chiffres assez alarmants. Un taux de chômage qui aujourd'hui touche 36% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans, et puis des diplômés, surtout. Le taux de chômage chez les diplômés a connu ces 3 derniers mois avec la crise une augmentation de 3 points. Ceci dit, ce phénomène-là, il touche surtout les quartiers populaires et les régions de l'intérieur. Dans de nombreux quartiers aujourd'hui et des localités, dans des gouvernorats frontaliers, le taux de chômage peut toucher la moitié, 50% des jeunes, les privant ainsi de toute couverture sociale et de sécurité sociale, etc. La deuxième faille, deuxième problème, c'est les disparités territoriales entre les régions. Les disparités territoriales qui touchent surtout régions de l'intérieur par rapport aux régions côtières. Et c'est cette asymétrie-là entre un centre et une marge en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès aux services publics, qui aussi renvoie aussi à la formation et à la structuration de l'État moderne tunisien, qui reste un élément structurant de la question sociale dans le pays. Toutes les études auxquelles personnellement j'ai participé ces 6 dernières années sur ces questions d'inégalité dans les régions de l'intérieur, etc., montrent que les inégalités se sont creusées depuis 2011 et que même les outils d'observation statistique dans le pays font souvent défaut, et on peut reprendre ça peut-être tout à l'heure dans la discussion. Et ce chômage et cette relégation spatiale, territoriale, demeure aujourd'hui un ressort central de la reproduction de l'exclusion économique, de la reproduction de la subalternité dans le pays, et également de la reproduction et de la production de la conflictualité sociale. Et ce n'est pas juste des intuitions. Nos études montrent que d'une génération à une autre, nous avons une reproduction dans ces quartiers, dans ces régions de l'intérieur, une reproduction implacable de la précarité, du chômage, même si les formes de la précarité ont changé, surtout avec l'érosion du salariat. Et depuis la fin du confinement, alors que les tractations et tensions autour du contrôle du gouvernement agitent le sommet de l'État, on a assisté, comme je disais au début, à une reprise de la protestation sociale. Et en juillet, par exemple, les sit-ins essentiellement organisés par des jeunes dans les mêmes régions, pratiquement, Kasserine, Tataouine, Gassa, etc., ont totalisé 500 jours de sit-in. Et ils se sont, comme je disais, non seulement déployés pratiquement dans cette même géographie de la relégation, mais aussi ils ont été portés par les mêmes, ces jeunes précaires, ces jeunes au chômage, etc. Et pour autant, et ça c'est
documenté par le dernier rapport d'une organisation qui travaille sur les mouvements sociaux en Tunisie, qui s'appelle le Forum pour les droits économiques et sociaux. Pendant tout ce mois de juillet, aucune initiative n'a été prise par les autorités centrales pour ouvrir des négociations ou pour donner des réponses ou des perspectives à ces mobilisations, à ces actions collectives. Alors, et là, je passe à mon troisième point, la crise politique. Je pense que cette incapacité à faire face aujourd'hui à cette question sociale, à cette demande sociale, est en réalité au centre de la crise politique actuelle, en ce sens où elle capacité du pouvoir depuis 2011 à susciter un consentement populaire, à instaurer un compromis social durable, stable, capable de justement, un tant soit peu, dépasser cette instabilité et pérenniser les structures, etc. Et j'aimerais juste dire deux mots pour expliciter un peu plus ça, en revenant un petit peu à notre histoire. C'est que si on regarde un peu en arrière, on voit que, par exemple, le modèle bourguibien, dont la légitimité reposait sur un compromis social, était basé sur un puissant appareil bureaucratique, mélange d'États, de partis, de même centrales syndicales, etc., et qui a permis justement d'assurer une redistribution pendant ces années de règne. Même si ce modèle-là, évidemment, a été battu en brèche par les politiques d'ajustement structurel, par la longue agonie du zaïm de l'époque. À partir de 87, après le coup d'État de Ben Ali, le régime de Ben Ali n'a certes pas réussi à rénover en quelque sorte ce compromis social bourguibien, mais le renforcement du maillage sécuritaire dans le pays, la généralisation de la corruption, la privatisation de l'État lui ont permis d'imposer son autorité 23 ans durant. Alors, en revanche, 10 ans après la Révolution, cette combinaison coercition, consentement nécessaire à une légitimité, à une gouvernance légitime, stable, fait défaut toujours, et toujours grippé. Et en quelque sorte, nous sommes dans une situation de blocage, c'est-à-dire les rapports de force sociaux ne permettent pas aux élites au pouvoir de se débarrasser complètement du mouvement social, de la protestation sociale, de la pression de la question sociale. Mais dans le même temps, le mouvement social n'arrive pas à justement imposer une meilleure redistribution, à imposer un compromis social capable justement d'offrir une issue à cette question sociale, à cette demande sociale. Et justement, le vote la semaine dernière de confiance accordé au nouveau gouvernement de technocrates, alors, je rappelle, ils ont eu 134 voix pour, 67 contre, traduit cette crise de direction politique, en ce sens où ce gouvernement qui ne dispose d'aucune, rappelons-le, d'aucune légitimité électorale, au-delà évidemment des tractations, des tensions, des changements d'allégeance qui sont discutés par la presse, par les partis, etc., du Premier ministre, au-delà des rivalités. Ce gouvernement illustre bien, en tout cas, dans cette période de crise, ce consensus des élites au pouvoir d'abord dépolitiser la question sociale, d'abord d'imposer une forme de légitimité managériale pour dédouaner en quelque sorte les partis politiques, pour amortir un peu et apaiser la contestation. Et ce gouvernement, je pense,
de technocrates, vient surtout rappeler deux choses importantes. Il vient rappeler d'abord l'incapacité d'un parti comme Ennahda, qui est un parti pourtant majoritaire au Parlement, comme on le sait, de gouverner seul aujourd'hui. Même s'il demeure la formation la plus structurée, bénéficiant d'une base populaire réelle, le parti islamiste a été affaibli par 10 ans de, Narda préfère dire, de participation au pouvoir. Et on le voit, l'institutionnalisation de ce parti, son intégration dans l'appareil d'État, etc., et on peut revenir là-dessus aussi dans la discussion plus tard, a coupé aussi une partie de sa direction, de ses structures, de sa base sociale. Et un des exemples peut-être qui est le plus, à mon sens, peut-être important, c'est les résultats des élections législatives et présidentielles à Tataouine, justement. Et de l'autre côté, puisqu'on a deux acteurs aujourd'hui importants, donc Ennahda et puis notre président, Kais Saïd, ce gouvernement aussi illustre les limites de cet acteur qui est certes aujourd'hui incontournable, Kais Saïd, mais l'aval qu'il a donné à son gouvernement aussi montre les limites de sa marge de manœuvre et de sa capacité à aussi opérer des vraies ruptures au niveau au moins des règles du jeu du pouvoir. Alors, certes, il a été plébiscité. Je rappelle qu'il a eu 2 700 000 voix au deuxième tour des élections présidentielles, qui n'a jamais eu de programme. D'ailleurs, il n'a jamais prétendu avoir un programme politique. Mais que cette figure qui incarnait aux yeux de ceux qui ont voté pour lui une exigence de moralité de la vie politique, une exigence de justice sociale, etc., tout en justement aujourd'hui s'imposant dans l'espace politique et le jeu politique d'une façon centrale, on voit également les limites de son rôle et de son... alors, je vais finir sur les tentations autoritaires. Alors, deux, trois choses qui me semblent importante à peut-être rappeler. D'abord, je pense que la Tunisie n'est pas en train de basculer dans une restauration autoritaire. Ce n'est d'ailleurs pas ni une question de volonté, ni d'ambition, ni de velléité. C'est aussi une question de moyens et de rapport de force dans le pays. Et au niveau, évidemment, régional aussi. Mais néanmoins, l'absence aujourd'hui d'une formule justement hégémonique, durable et stable alimente le contexte délétère dans le pays. D'abord, elle entretient la défiance vis-à-vis de l'État et de ses institutions, surtout, encore une fois, dans les régions de l'intérieur, dans les quartiers populaires, dans ces espaces donc oubliés un peu par les gouvernements successifs. Ensuite, elle renforce, comme on le voit, les rivalités politiques, les marchandages, la fluctuation des alliances, et qui ne font que déposséder encore plus les citoyens de leur pouvoir d'agir, les déposséder du contrôle qu'ils peuvent avoir sur les décisions qui les concernent, etc. Et puis, elle légitime aussi les voix qui appellent aujourd'hui soit un retour à un régime présidentiel fort, ou ceux qui défendent également l'instauration d'un seuil
éliminatoires de 5%, par exemple, aux élections législatives, pour favoriser encore plus les partis forts, dominants, et éliminer les plus faibles. Ou encore, évidemment, renforce aussi ou légitime aussi un retour, ceux qui rêvent d'un retour à la coercition comme principe central de gouvernance dans le pays. Bon, on reparlera, Salam, peut-être notamment du parti d'Historiens libres. Alors, entre-temps, je pense qu'il est aussi important de constater que au-delà justement de cette scène instituée, de ces rivalités, de ces tentations autoritaires, de ces marchandages, etc., dans les marges, c'est-à-dire dans ces quartiers populaires, dans les régions de l'intérieur où personnellement je travaille, il est évident que la gouvernance sécuritaire a pris le pas sur le politique et sur le social. Comme d'ailleurs l'a montré tout récemment, au mois de juin, la gestion un peu brutale quand même du sit-in d'El Kamour. Je finirai là-dessus. Là, il y a un rapport qui a eu très peu d'écho au niveau des médias ici en Tunisie, un rapport qui a été publié par une association locale des droits de l'homme à Tataouine sur le bilan des 3 jours de répression du sit-in, qui d'ailleurs a continué par la suite. Les forces de l'ordre ont utilisé en 3 jours 18 000 bombes lacrymogènes. L'association a fait ses calculs, une moyenne de 7 bombes lacrymogènes toutes les minutes. Alors, évidemment, bon, cette gestion-là de la contestation sociale n'est pas unique. Aussi, de temps en temps, on ouvre des négociations où on propose des emplois plus ou moins précaires, etc. Mais il est intéressant aussi de voir comment, justement, la question sociale, en renforçant l'incertitude sociale, on alimente la conflictualité et réhabilite d'une façon ou d'une autre aussi les tentations sécuritaires ou la gouvernance sécuritaire. Alors, je finis sur cette phrase. Je pense que pour autant, la suite de l'histoire reste ouverte en Tunisie, pas seulement d'ailleurs en Tunisie, tant les inconnues sont nombreuses. Bon, les inconnues, que ce soit chez les voisins algériens, libyens évidemment, ou chez nous ici au niveau national, ou encore même un peu plus largement dans les prochaines élections états-uniennes. Nous sommes ici tous, comme dans toute la région aussi, nous attendons ce que ces élections aussi vont donner. Voilà, je vous remercie. J'ai pris une petite demi-heure. Très bien, merci. J'ai peut-être pas répondu à tes questions sur le populisme, mais on en reviendra. Ne t'inquiète pas. Ouais. Merci beaucoup, Ulfa, pour ce panorama assez fourni. J'ajouterai à ce que tu viens de dire par rapport à la répression qui a été exercée par les forces de l'ordre. J'ai été impliqué dans un programme de réforme pour le secteur de sécurité il y a quelques années, et j'ai senti, en s'entretenant avec les représentants des différents syndicats, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 syndicats qui représentent les forces de l'ordre, forces de sécurité en Tunisie, qu'il y a une résistance assez forte par rapport à tout ce qui est réforme,
pas réforme technique ou réforme mais la réforme qui touche les méthodes de la répression et le respect des droits de l'homme. Je crois que c'est un processus de longue haleine qui va prendre beaucoup de temps et malheureusement, il n'est pas encore résolu. Je voulais, avant de passer aux questions de notre cher public, je voudrais savoir d'abord, je te relance sur la question du risque du populisme, vu qu'il y a certaines déclarations de la part du président de la République qui met en doute les institutions, qui met en doute, qui reprend un langage qui nous rappelle un petit peu les comités populaires de Kadhafi ou autre chose qui lie tout de suite la décision politique au sommet à un consensus populaire, voire populiste. Et deuxième question, comment tu expliques ce changement assez rapide d'alliance et d'allégeance entre les différentes forces politiques, des fois qui sont très contradictoires dans leur discours et dans leur histoire. On voit Nahda qui se rapproche de Qalb Tunis, maintenant Al-Karama, Etilaf Karama qui devient allié de Qalb Tunis. Peut-être demain on verra Abir Moussi allié avec Jabhat Chabiye. On n'arrive pas à suivre la logique de ces alliances qui se font et qui se font d'une manière très rapide en Tunisie. Ouais. Alors sur le populisme, d'abord, comment te répondre? D'abord, moi, j'ai un peu de mal, en fait, avec ce concept du populisme. Parce que, non seulement parce que, bon, ce qui est toujours dit, hein, c'est un concept fourre-tout, il est si ample, si plastique, si suremployé que pratiquement il veut dire tout et n'importe quoi en même temps. Et que, bon, mais surtout parce que ce concept-là est suremployé en Tunisie et surinvesti surtout dans le débat politique pour dénigrer l'adversaire, pour voilà, d'une manière toujours très péjorative, etc. Donc, et en réalité, il ne nous permet absolument pas de comprendre. Bon, on dit que le parti d'Estouriens libres est populiste, Raïs Saïd est populiste, El Karama est populiste. Donc, du coup, le concept se révèle à l'usage, je pense, un peu imprécis et ne permet pas nécessairement de comprendre toutes les dynamiques, etc. Maintenant, sur le Raïs Saïd lui-même, bon, je pense qu'il faut. C'est intéressant de voir d'abord que Raïs Saïd n'a eu quand même que à peu près 600 000 voix au premier tour des élections présidentielles. Et que c'est au second tour qu'il a eu ces 2 700 000. Donc, c'est entre ces deux tours que ce personnage complètement outsider, sans expérience politique, enfin, sans expérience surtout partisane, sans réseau connu, etc., il a réussi en l'espace d'un tour de mobiliser autour de lui, d'engranger des gens, des jeunes surtout, et surtout dans les régions de l'intérieur et les quartiers populaires. Je donne un exemple. Moi, j'ai participé à des études sur les jeunes dans 2 quartiers populaires du Grand Tunis, Haïda Darmiedo en 2014-2015. À l'époque, c'était les premières élections donc, de 2014.
Et je me rappelle à la question, parce qu'on a posé, enfin, c'était une grosse enquête quantitative et qualitative à la question posée aux jeunes âgés de 18 à 34 ans sur la figure politique qu'ils préfèrent. À l'époque, c'était Mons Marzouki. Tout récemment, on a mené une enquête sur l'année 2019 dans plusieurs régions, dans des quartiers populaires, à Haïta Damouni-Douariche, dans un quartier populaire à Gasserine, à la frontière avec l'Algérie, et puis dans un quartier populaire à Tataouine Nord. Et c'était juste avant les élections qu'on a recueilli les réponses sur cette question, sur la même question, la figure de référence pour les jeunes. Et il y avait plein de personnes, et notamment celui qui s'imposait à l'époque déjà, avant même les élections, c'était Kais Saïed. Donc moi, je pense que peut-être ce qui est plus important que les velléités, les ambitions de Kais Saïed de contrôler le gouvernement, ces déclarations qui sont de toutes les façons limitées par les prérogatives que lui donne la constitution tunisienne. Au-delà de tout ça, je pense que ce qui est peut-être plus important, c'est de regarder, d'interroger ce que représente Kais Saïed. Et pas ce qu'il est, mais ce qui est derrière Kais Saïed, et pas dans le sens du complotiste. Pourquoi cette figure-là a pu s'imposer dans ce jeu politique chaotique malgré leur argent, etc. Et je pense que quelque part, cette figure très clivante, d'un côté comme de l'autre, qui n'est pas issue des classes dominantes, qui n'est pas issue de l'establishment, qui n'est pas issue des partis, etc., incarne quelque part aux yeux de ceux qui ont voté ce double clivage-là, jeunes et région. Quand on regarde depuis le local, on est surpris des fois de rencontrer par exemple des jeunes qui ont participé à des mobilisations, au sitting de Qasba en 2011, à des mobilisations sur les questions de précarité à Gasserine par exemple, soutenir Kais Saïed, défendre toutes ses positions, etc. Voilà, donc ça c'était sur Kais Saïed. J'ai peut-être été un peu longue. Sur les alliances, etc., je pense que ce que je disais, ta remarque est tout à fait pertinente. Oui, il y a une fluidité extraordinaire dans les alliances qui se font et se défont au gré de toutes les façons du marchandage, au gré des possibilités des uns et des autres de contrôler, d'acquérir, de se doter de ressources matérielles ou symboliques, etc. Et je pense que justement, c'est ça peut-être qui est déterminant. Maintenant, sur Nada lui-même et ses alliances, je crois que ce parti qui reste quand même la principale force structurée politique dans le pays est convaincu aujourd'hui, et pas seulement depuis les dernières élections, que la réconciliation, et ça Ranouch l'a dit à plusieurs reprises, même la réconciliation avec les Destouriens doit être à l'ordre du jour. Donc un compromis, il est convaincu de la nécessité de mettre en place un compromis ou un pacte et c'est ce qu'il a fait avec Lisa Tounes en 2013, et c'est ce qu'il essaye aujourd'hui de reconduire à travers aussi ces tentatives de mettre en place un gouvernement de coalition nationale regroupant tout le monde, y compris Qalb Tounes,
que je pense que Nahda sait pertinemment. Qalb Tounes n'est pas Nida Tounes, c'est-à-dire Qalb Tounes n'a pas un dirigeant comme Aïd Sebsi. Qalb Tounes ne réussira pas, il n'a pas réussi à engranger toutes les oppositions à Nahda. Qalb Tounes n'a pas non plus réussi à avoir des soutiens au-delà peut-être de certains réseaux, etc. Donc, n'a pas réussi à unifier ou à fédérer des hommes d'affaires, etc. Pour autant, tel que c'est défendu par Nahda, incontestablement, il y a une croyance forte dans le fait que pour que Nahda continue à participer au pouvoir, il faut qu'elle le partage. Et qu'elle le partage avec, évidemment, un partenaire qui est faible ou fort, c'est pas, je pense, c'est pas la question déterminante, mais qui permet de contribuer à fédérer, bon, je pense, l'État, l'État profond, les réseaux voilà, économiques dans le pays, etc. Bon, maintenant sur le parti d'Estoria Libre, tu as dit une chose qui me semble aussi envisageable. Bon, moi, je n'exclus absolument pas, évidemment, la possibilité d'une alliance entre Nahda et le parti d'Historiens libres, malgré son discours hyper radical, éradicateur, etc. Bon, c'est un parti qui mise actuellement, incontestablement, sur une stratégie de tension, c'est un parti foncièrement pour la restauration, etc. Mais c'est aussi un parti qui est complètement intégré dans le jeu politique actuel. On l'a vu participer aux négociations sur la formation du gouvernement récemment. Et puis, malgré tout ce qu'on dit sur sa force, etc., je rappelle quand même que Abir Moussi n'a eu aux élections, certes, elle a eu 6%, mais ces 6% ne représentent que la moitié en nombre de votes de ce qu'a eu Hama Hamami, donc le candidat du Front populaire en 2014. Il y a eu un peu plus de 250 000 voix. Bon, ce n'est pas pour évidemment sous-estimer la force d'Arabie Moussi ou les possibilités du rôle, enfin le possible rôle qu'elle pourra jouer comme servir comme un exutoire à la colère, etc. un jour, mais la fluidité dans le pays et dans la région est telle que voilà, les choses se font et se défont. Et justement, il n'y a aucun accord, un modèle hégémonique capable de stabiliser tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, on va prendre les questions que nous avons reçues, nous recevons toujours. On va essayer de répondre rapidement parce qu'il y en a plusieurs. La première question, ne croyez-vous pas que la véritable crise en Tunisie vient du fait que les partis politiques laïcs refusent l'alternance démocratique avec les islamistes? Bon, je ne sais pas. Je sais pas de qui on parle, les partis laïcs en Tunisie. Et puis, bon, parti laïque est un concept un peu bateau aussi. Bon, si on parle du Front populaire, bon, je ne pense pas que le Front populaire soit à l'origine de la crise dans le pays. Et puis, l'alternance, je suis désolée, enfin, je pense que Nahda est au pouvoir depuis 2011. Bon, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Alors, bon, il y a eu des élections libres. Bon, ils ont continué à gagner, même si entre 2011 et
2019, ils ont perdu presque 1 million de voix. Donc oui, l'alternance existe. Maintenant que, bon, tu m'as dit qu'il faut être brève, maintenant qu'il y a des... Hein? Tu veux développer. Maintenant qu'il y a des composantes de la gauche traditionnelle qui sont éradicateurs, bon, bien sûr, mais il y a Ennahda est au pouvoir depuis 10 ans, même si elle le partage. Voilà. Alors, deuxième question, l'essor de l'économie sociale et solidaire pourrait être une vraie alternative, à votre avis? Wow. C'est aussi un grand débat qui nécessite peut-être un webinaire d'ailleurs sur les formes alternatives qui voient le jour dans la région, en Tunisie, et ses expériences fondatrices, etc. Bon, il y a eu des expériences très intéressantes en Tunisie. Évidemment, une fondatrice, celle de Jemna, l'oasis de Jemna dans le sud tunisien. D'autres moins connus ou un peu plus accidentés. Par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chiffonniers dans le quartier de Tadam, ou d'autres expériences de femmes sur des questions de produits alimentaires ou des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est une alternative? Oui et non. Je veux dire, oui, si c'est vraiment solidaire, si c'est vraiment une alternative. Non, si c'est une façon de faire de l'assistanat ou une façon de voilà, récupérer ce secteur par l'État pour résorber le chômage, ou une façon détournée pour résorber un peu voilà, le chômage, la conflictualité, etc. Donc, je pense de toute façon, comme beaucoup d'expériences, il n'y a pas d'économie solidaire parfaite dans l'absolu. Elle s'inscrit aussi dans un rapport de force dans le pays, social, politique, etc. Et qu'on ne peut pas, de la même façon qu'on ne pouvait pas construire le socialisme dans un seul pays, on ne peut pas construire l'économie sociale et solidaire sur des îlots indépendamment du contexte général. Voilà. Alors, qu'en est-il de la société civile tunisienne? Cette société civile qui a joué un rôle crucial dans la révolution, cette même société civile récompensée par le prix Nobel de la paix, on la sent de plus en plus recroquevillée sur elle-même, très concentrée sur Tunis, déconnectée des régions de l'intérieur, des quartiers populaires. Bon, c'est toujours difficile de généraliser. La société civile tunisienne n'a pas toutes les composantes n'ont pas eu le prix Nobel. Et puis, donc il faut quand même. Je pense qu'il est intéressant de voir d'abord la société civile tunisienne dans sa pluralité, la société civile tunisienne dans sa diversité, à partir aussi de ce que fait cette société civile. Dans la société civile, il y a tout n'importe quoi. Il y a du caritatif, il y a du sportif aujourd'hui, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a du religieux, il y a du social, etc. Donc, je pense que ce bloc qui s'appelle société civile gagnerait pour être mieux saisi, appréhendé, etc., d'être un peu déconstruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, oui. Enfin, donc, du moment où on le déconstruit et on reconnaît sa pluralité, oui, il y a une société civile complètement dans les hôtels, organisant des conférences,
etc., même si le Covid aujourd'hui empêche les voyages. Bon, il y a une société civile locale aussi, et c'est ça, je pense, la chose, la nouveauté au niveau local. Il y a des organisations de femmes, il y a des organisations de jeunesse, il y a des organisations culturelles, etc., qui jouent localement un rôle très important, qui sont porteurs d'expériences très intéressantes, combinant ou articulant des questions sociales, territoriales, de relégation, etc. Et je crois que bon, c'est un processus tout ça. Mais une chose est sûre, sur les 10 dernières années, bon, on a connu dans ce pays, grâce à la société civile, des choses intéressantes, des expériences de démocratie participative intéressantes, même si elles restent à un niveau local, des expériences des outils donc, comme le budget participatif, comme le diagnostic citoyen dans certaines régions, etc. Le développement de certaines, d'une expertise sociale sur la question de l'eau, la gouvernance de l'eau, le développement aussi de réponses et de réflexions très intéressante et très utile sur la question agraire, sur la question de l'accès à l'éducation, sur plein de choses, sur la question noire, sur la question des minorités sexuelles. Tout ça, c'est aussi la richesse de cette société civile, même si, évidemment, bon, la crise politique est là, quoi. Ouais. Qu'en est-il de la place de la femme dans cette... pardon, ça bouge. Ça bouge chez toi ou chez moi? Non, non, non. Chez moi, c'est bon. Qu'en est-il de la place de la femme dans cette contestation sociale? Voit-on certaines figures émerger? Les femmes de la contestation sociale viennent-elles de tous les milieux? Alors sur la question ouais, de la participation des femmes, je pense que c'est aussi bon, c'est lié à la question sur la société civile. Je pense que ça aussi c'est quelque chose de très intéressant à relever. C'est que la révolution a permis aussi une participation, un renforcement de la participation des femmes dans des activités collectives, dans la protestation sociale, etc., un peu partout. Et donc, cette ouverture de l'espace public, cette ouverture de l'espace politique a permis une pluralité des formes de participation des femmes. Et alors, on parlait du local et du social. Oui, bien sûr. Moi, je donne juste un exemple qui m'avait vraiment très, très touchée. C'est un sit-in organisé par des diplômés chômeurs à Kasserine, donc, je rappelle, gouvernorat à la frontière avec l'Algérie, qui a duré presque un an et qui a été essentiellement porté par des femmes, par des jeunes femmes diplômées chômeurs. Et c'était quand même dans des conditions difficiles. C'était à Sbaïtla, dans une ville dans le gouvernorat de Kasserine. C'était difficile parce que c'était un sit-in dans la délégation, dans le siège de la délégation, le Matam Dehia en arabe, en Tunisie. Des jeunes femmes qui n'avaient aucune expérience militante auparavant, qui, pour certaines, subissaient une pression familiale réelle, etc., plus la pression de l'administration de la délégation, plus des convocations. Elles ont été convoquées au tribunal à Kasserine, etc., et elles ont tenu bon pendant un an. Bon, et on peut, je pense, multiplier les exemples sur des grèves de la faim un peu plus récentes, sur les questions de l'eau, sur les questions de développement, contre la précarisation, etc. Oui, ce qu'on voit, c'est que non seulement un déplacement du centre de gravité de la protestation sociale, comme je disais,
pour aller très vite, d'une façon hyper schématique, bien sûr, de l'usine, de la centrale syndicale vers les marges urbaines et périurbaines, on voit aussi parallèlement à ça une vraie participation des jeunes femmes et des moins jeunes. Et bon, il y a eu d'ailleurs tout récemment aussi un article dans Le Monde assez intéressant sur le rôle joué par les jeunes dans le sit-in de Le Camus. Donc, je vous invite aussi à le lire. Très bien. Là, il y a une question à laquelle je pense que tu as peut-être répondu au début de ton intervention concernant le système électoral, mais peut-être on peut développer. Dans quelle mesure, à votre avis, le système électoral qui produit une énorme fragmentation a-t-il affaibli l'institution parlementaire et les gouvernements dans le système bicéphale du pouvoir? À mon avis, il y a un lien profond entre l'instabilité chronique du pays et le système électoral. Bon, ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention sur cette question-là. Je ne suis pas d'accord. Cette vision, je pense que c'est une vision qui réduit vraiment la crise à une dimension institutionnelle, formelle, et ne tient vraiment pas compte de la complexité de la crise, de sa profondeur, de son caractère, on dirait Gramsci, organique. Donc, c'est pas. Et puis, l'autre élément aussi, c'est que je crois que aujourd'hui, désigner le système électoral ou la Constitution ouvre aussi la porte à des velléités de resserrer le jeu et de délimiter les espaces et changer les règles du jeu. Je ne pense pas que la crise économique, que le chômage, etc., soit, ne trouve pas de solution dans le pays parce qu'on a des minorités dans le Parlement. Quand on regarde les motions qui ont été votées, etc., l'agir parlementaire, je pense qu'il y a là un problème de politique, je veux dire, qui sont suivis de choix politiques, de choix économiques, et qui n'ont rien à voir avec le système électoral ou le déséquilibre. Ça ne veut pas dire que la Constitution de 2014 est parfaite, hein, c'est pas ça du tout mon propos, mais je pense que réduire justement la crise à ce qui se passe, enfin, à l'absence d'une majorité écrasante est sous-estimer vraiment, lecture qui sous-estime vraiment la profondeur de la crise, que j'ai essayé de développer dans mon intervention. Voilà. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle Ennahda est resté le seul parti ayant une importance politique dans les 3 processus électoraux? Alors, pourquoi? Enfin, pour plusieurs raisons. Bon, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question peut-être sans revenir un peu à l'histoire hein, des 20 30 même dernières années, à l'émergence, à l'essor de Ennahda, au rôle que ce parti a joué, à son importance et son inscription territoriale, à la signification aussi de l'émergence et de l'essor de l'islam politique dans toute notre région. Donc, les victoires successives de Ennahda aussi, il faut les inscrire dans cette histoire longue de ce parti qui, je vais aller
très vite, qui était incarné une des principales quand même oppositions au régime autoritaire de Ben Ali, opposition organisée, structurée, etc., qui a aussi été victime d'une répression et exclusion systématique et très musclée de l'espace politique tunisien pendant 2 décennies, et qui a à la fois profité de cette histoire d'organisation structurée, inscrite, avec une base sociale, etc. Et puis de cette aussi répression, donc partie victime de la répression. Après, bon, il y a certainement la question idéologique qui est un peu plus peut-être compliquée et nécessite un peu plus de temps pour l'aborder, pour éviter de l'aborder d'une façon très essentialiste. Alors, qu'il garde une importance. Moi, je dirais, moi, j'ai récemment travaillé dans le cadre d'un papier qui va sortir, travailler sur un Narda, mais depuis une perspective locale, dans 2 quartiers populaires, sur l'évolution de Narda. Je pense qu'il y a 2-3 choses quand même qui sont intéressantes à mettre en avant. Outre le fait que Narda a perdu au niveau électoral des voix, 1 million de voix, c'est pas rien, c'est quand même une chose super importante. Je pense que il y a deux choses, pour aller très vite, je vais me concentrer de 2 choses qui me semblent intéressantes. La première, c'est que ce parti, Narda, ce parti islamiste, n'incarne plus, pour utiliser quelque chose que Hossam Tamam sur les frères musulmans avait utilisé, l'utopie, une utopie pour les jeunes. Dans les quartiers et en dehors des quartiers. C'est-à-dire cette utopie qu'il a pu incarner dans les années 70 et 80 n'est plus valable aujourd'hui. Narda s'est non seulement banalisé sa participation au pouvoir, non seulement il s'est institutionnalisé, mais il a aussi, et c'est ça que moi je démontre aussi, il a été impacté par un phénomène important qui était déjà à l'œuvre même avant le 2011, le décrochage générationnel. Et on le voit au niveau de la direction de Narda, on le voit dans la sociologie du parti, on le voit dans le bloc parlementaire de ce parti, etc. Moyenne d'âge 50 ans, je crois. Ça, je pense, c'est quelque chose d'important à mettre en avant. La deuxième, on parle toujours du fait que sa participation au pouvoir, son institutionnalisation a suscité, provoqué, produit des courants, des divergences au sein de Narda, chose, un élément tout à fait nouveau par rapport aux années précédentes, même si il faut dire que il y a eu aussi par le passé des divergences, mais comme le parti était dans la clandestinité, on les connaissait moins. Mais bon, indépendamment de ça, moi je pense que une des choses aussi importantes qui a accompagné, qui est le résultat de cette institutionnalisation, c'est la différenciation qu'on observe aujourd'hui entre des militants, des cadres au sein même de Narda, entre des cadres ou des cadres moyens qui ont réussi par leur intégration dans les institutions de l'État, que ce soit au niveau national ou local, par les positions qu'ils ont prises à l'intérieur de l'appareil, par leur participation dans des négociations à arrangement, à se doter, à avoir des ressources notabilitaires ou même des ressources matérielles. Et donc, il y a, je disais, une différenciation entre ce profil-là du cadre et du cadre moyen de Narda aujourd'hui et des militants de base populaires qui sont restés à la marge de cette institutionnalisation. Et cette différenciation aussi, aujourd'hui, au sein de ce parti, est une source de tension
qui bon, gagnerait à être aussi vu et peut-être analysé, etc. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question aussi que tu as évoquée, mais peut-être la personne n'était pas encore là parce que tu l'as évoquée tout au début. Ça fera bien de peut-être développer un peu. Que pensez-vous des contestations des régions marginalisées au sud et au centre, telles que Tataouine et dans d'autres régions? Alors, la contestation dans les régions, justement, j'en ai parlé un petit peu, mais je peux reprendre. Que dire? Je disais, bon, je répète cette idée qui me paraît, juste pour insister, que je pense que il y a eu, à partir, pas seulement de 2011 d'ailleurs, si on voit le mouvement à Garça en 2008, et même, moi, j'avais à l'époque écrit un papier même sur la révolte du pain en 84, 5, 4. Donc, on a eu une tendance, il y a une tendance lourde vers une sorte de déplacement, comme je disais, du centre de gravité, de la conflictualité sociale. C'est-à-dire que la centrale syndicale, on n'a pas parlé d'ailleurs de la centrale syndicale qui jouait un rôle jusqu'au milieu peut-être des années 78, la guerre générale, etc., un rôle important de taille dans la conflictualité. À mon avis, les politiques de privatisation, d'ajustement, etc., ont affaibli le salariat, ont affaibli le militantisme syndical. Par exemple, aujourd'hui, quand on va dans ces régions, quand on fait de la recherche dans les régions de l'intérieur, le sud, les quartiers populaires, etc., le fait syndical est minoritaire. Et on trouve, par exemple, il y a plus chez les jeunes, quand on leur demande s'ils ont des expériences de militantisme, il y a ceux qui ont une expérience dans la société civile est bien supérieur à ceux qui ont une expérience syndicale ou sont syndiqués. Donc, pour dire encore la même idée, que justement ce déplacement vers les marges, quand je dis marge, ce n'est pas le sens péjoratif, hein, mais au sens de régions reléguées économiquement, socialement, stigmatisées, etc. Donc la question aujourd'hui de cette nouvelle géographie est importante. Et la question aussi de la sociologie des entrepreneurs de ces mouvements sociaux, des activités collectives est importante, enfin, des jeunes précaires, souvent diplômés, qui n'ont pas d'expérience syndicale, etc. Alors, l'autre idée, c'est que depuis 2011, ces actions protestataires, on le voit, sont durables. Et elles sont pour la plupart articulées autour de revendications sociales, accès à l'eau, le développement, le travail, et aussi s'appuient sur des réseaux de sociabilité et de solidarité locale, territoriale, inscrite en fait non pas à niveau national, mais voilà, territorial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense peut-être une question qui ne m'a pas été posée, mais je pense qu'elle est peut-être importante. Pourquoi tout ça n'a pas de traduction politique? Pourquoi tout ça n'a pas de traduction électorale? C'est là où peut-être justement il est intéressant de faire un peu de sociologie et de voir justement une sociologie de vote et comprendre un peu aujourd'hui qui est Kais Saïd, et qui est derrière Kais Saïd, pour peut-être en comprendre mieux les enjeux et les ressorts des élections et puis sur l'autre chose, c'est que
ces mouvements sociaux, parce qu'on parle toujours sur un ton peut-être un peu romantique et tout, de ces mouvements sociaux, ils subissent une série de contraintes et que d'abord, bon, ces mouvements restent fragmentés, etc. Et qu'on ne peut comprendre peut-être les difficultés de fédérer tout ça si d'abord on ne tient pas compte de la répression, parce que bon, il y a quand même une tendance lourde de par tous les gouvernements à criminaliser ces mouvements sociaux, à arrêter d'une façon des fois sélective, des fois moins sélective, comme on l'a vu avec le Camour au sud. Donc, et puis, à part la répression, il y a aussi les multiples contraintes symboliques et politiques dans lesquelles s'inscrivent ces mouvements. Ces mouvements aujourd'hui souffrent de la précarité qui pèse sur ces mouvements, la précarité des entrepreneurs de ces mobilisations, souffrent du faible soutien qu'il suscite auprès des cadres traditionnels de mobilisation, que ce soit la centrale syndicale ou les partis de gauche, etc. Et puis, peut-être aussi souffre de l'absence d'expérience fondatrice, de perspectives politiques, etc. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez. Merci beaucoup, c'était assez et même bien développé. Là, notre dernière question, parce que je vois qu'il devient de plus en plus chaud chez toi, surtout avec la fin. Ouais, écoute. Alors, la dernière question, si la transformation est bloquée dans l'arène institutionnelle, où il y a un véritable risque de restauration, et si les mouvements sociaux n'arrivent à porter et à traduire cette transformation, par où débutera-t-elle? Voyez-vous des nouvelles émergences? Un autre webinaire. Oh là là, c'est une question hyper difficile. Franchement, je n'ai pas de réponse à cette question. Et bon, la réponse ne sortira certainement pas de ce webinaire, ni de la tête d'un génie, mais plutôt d'une intelligence collective, d'un travail collectif, de convergence peut-être de lutte et d'expériences novatrices, etc. Où comment je vois les solutions. Enfin, juste, je rappelle une chose que je pense que la solution ou l'issue ou l'alternative ne sera pas une alternative seulement, ne se construira pas en Tunisie, indépendamment du reste de la région. Nous avons aussi besoin des expériences des autres, je pense que, et peut-être d'une amélioration du rapport de force au niveau régional, pour qu'on voit une issue un peu plus juste, démocratique, enfin irréversiblement démocratique et socialement plus juste. Mais bon, j'ai pas de réponse à ça. On ne peut que espérer et puis voilà, des changements. Sur ces points positifs, cette note positive, merci beaucoup, Olfa, de partager avec nous cette réflexion très riche et qui mérite d'être réécoutée. Bien entendu, ça va être posté sur YouTube et on peut revenir sur le débat, sur le développement de tes idées. J'espère la prochaine fois, tu seras avec nous ici au centre et comme Moi ça, aussi, j'espère. avec le public aussi notre réflexion. J'annonce à notre public que notre prochain webinaire, le 15 de ce mois, va être avec Fatima Aissaoui et Francesco Cavatorta,
qui sont tous les deux, Fatima est prof en Angleterre et Francesco, il est professeur au Canada, à Laval, pour parler d'un livre, ouvrage collectif qu'ils ont dirigé qui s'appelle Un printemps arabe inachevé, qui est paru en anglais, dans lequel j'ai eu une participation pour évoquer la situation syrienne. Alors, vous êtes tous bien sûr invités pour suivre ce débat autour du printemps arabe inachevé, mais auquel on garde toujours l'espoir. On espère qu'il sera un jour, qu'il arrivera un jour à un stade où, pas final, mais un stade où, comme tu viens de le dire, qui répondra aux espoirs des habitants de cette région. Merci à toi, Ulfa, encore une fois, et merci au public et au webinaire prochain. Merci à toi, Salam, et encore merci à toute ton équipe et merci à tous les amis, voilà, à tous ceux qui ont suivi ce webinaire. Merci, à bientôt. À très bientôt, Ulfa.